Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Tchad 24 International. Monstre de générosité, Ben Ali est devenu le premier Irlandais en 38 ans à prendre le maillot jaune lundi au sommet du Mont d'Or puis de Sancy, où Simon Yates a apporté à l'équipe Visma sa première victoire dans ce Tour de France, à défaut de réussir à déstabiliser Tadej Pogacar. Suivez le point avec Mekila Odette. Cette première étape de montagne, un 14 juillet, promettait des étincelles dans des magnifiques sols du Massif central avec 8 ascensions répertoriées et par mètre de plat. Et le spectacle a été au rendez-vous avec une course animée à plusieurs étages, traversée par des enjeux multiples. Côté français, Lenny Martinez rêvait de gagner en ce jour de fête nationale et a pris l'affaire par le bon bout en prenant place dans une échappée de près de 30 coureurs. Mais le petit grimpeur a manqué de force dans le final où il a même saigné du nez. Il s'est consolé en pensant les 5 premiers coulent en tête pour prendre le maillot à poids de meilleur grimpeur. 47 ans après que son grand-père, Mario, l'a ramené à Paris en 1978. Devant Simon Yates, envoyé en éclaireur par Visma, a usé de toute son expérience pour se faire oublier avant de partir dès le pied de la dernière montée pour renouer avec la victoire sur le Tour, 6 ans après son doublé en 2019. Ça fait longtemps. Je ne m'attendais pas à avoir une ouverture ici car on est totalement concentré sur le classement général avec Jonas, mais les circonstances l'ont permis aujourd'hui et j'ai saisi ma chance à 2 mains, a commenté le grimpeur britannique. Vainqueur du Giro il y a 1 mois et demi. Simon Yates s'est imposé avec 9 secondes d'avance sur le néerlandais Tiem Arsmen et 31 sur l'incroyable Ben Hurley. Donald Trump a donné lundi à la Russie un ultimatum de 50 jours pour mettre fin à la guerre en Ukraine sous peine de sanctions sévères et a annoncé un réarmement massif de Kiev à travers l'OTAN. Assiam Kandiara. Donald Trump s'est dit déçu par le président russe Vladimir Poutine à l'origine de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Je pensais que nous aurions un accord il y a 2 mois, mais ça ne semble pas se concrétiser, a-t-il dit à la Maison-Blanche aux côtés du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Par conséquent, nous allons mettre en place des droits de douane secondaires, c'est-à-dire contre les alliés de Moscou. Si nous n'avons pas un accord d'ici 50 jours, c'est très simple. Les droits de douane seront à 100% et c'est comme ça, a-t-il ajouté. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué cette annonce, se disant reconnaissant envers son homologue américain pour sa volonté et soutenir la protection des vies ukrainiennes. Le chancelier allemand Friedrich Merz a souligné que son pays jouera un rôle crucial dans cet effort commun pour l'Ukraine. Des systèmes de défense anti-aériens Patriot seront aussi fournis à l'Ukraine dans les prochains jours, a dit Donald Trump. Selon des témoignages de militants soudanais, les forces paramilitaires de soutien rapide ont tué près de 300 personnes pendant des attaques lancées samedi dans l'état du Kordofan du Nord, l'une des principales lignes de front de la guerre civile qui a éclaté en avril 2023 dans le pays. Plus de détails avec Dila Nathalie. Les combattants paramilitaires ont pris d'assaut samedi et dimanche plusieurs villages. Le village d'Oum Gafa, dans l'état du Kordofan Nord, où ils ont en outre incendié des habitations et pillé des biens, a précisé Emergency Laware, une organisation qui documente les violations des droits humains depuis le début de la guerre entre l'armée et les FSR. L'attaque a eu lieu à environ 90 km au nord de Bara, une ville actuellement contrôlée par le FSR où les violents affrontements ont récemment éclaté avec l'armée. Dans un village, Champ al-Nom, plus de 200 personnes ont été tuées par incendie ou par balle. Des raids, des pièges dans les autres villages ont tué 38 civils tandis que des dizaines d'autres étaient portés disparus. La RSF a attaqué le village de Ilat Hamid, tuant 46 personnes dont des femmes enceintes et des enfants. Plus de 3400 personnes ont été contraintes de fuir selon les Nations Unies. L'Organisation internationale pour les migrations a indiqué dimanche que l'intensification des combats dans la région avait contraint plus de 3000 personnes à fuir leur village et beaucoup d'entre eux ont trouvé refuge près de Bara.
En Somalie, le groupe islamiste Al-Shabaab a pris le contrôle de la ville de Tardo, dans le centre de la Somalie. Un incendie qui a causé de nombreux déplacements des habitants. Le point avec Cécile Maroka. Les insurgés d'Al-Shabaab ont pris le contrôle de la ville de Tardo, dans la région centrale de l'Iran, en Somalie, et poursuivent leur progression qui a déjà provoqué le déplacement de milliers de personnes, a déclaré un responsable militaire. Tardo, un carrefour stratégique reliant plusieurs grands centres urbains, est tombé dimanche après que les combattants d'Al-Shabaab, alliés à Al-Qaïda, ont chassé les milliers claniques pro-gouvernementales, a indiqué le major Mohamed Abdullahi à Reuters. Rappelons que cette nouvelle avancée des terroristes en lien avec Al-Qaïda menace les grands centres urbains de la région et complique davantage la stabilité sécuritaire du pays. Ces derniers jours, de nombreux déplacements se font remarquer. 10 personnes ont été interpellées suite aux émeutes racistes qui ont éclaté à Torre Pacheco dimanche et hier lundi, mettant en lumière les tensions liées à l'immigration dans le sud-est de l'Espagne. Une situation qui pourrait s'empirer si rien ne fait. Le reportage de Adoum Brahim Kamis. 10 personnes ont été interpellées depuis vendredi après des émeutes anti-immigrés à Torre Pacheco, une ville du sud-est de l'Espagne, dont 3 en lien avec l'agression des retraités qui a été l'origine de cette flambée de violence, ont annoncé lundi les autorités. À l'heure actuelle, 10 personnes ont été arrêtées, a indiqué sur X la déléguée du gouvernement central dans la région de Murcie, Mariola Guevara, faisant le point sur le bilan de violences qui ont secoué ces derniers jours cette ville de 40 000 habitants. Parmi les personnes interpellées, 3 l'ont été dans le cadre de l'enquête ouverte après l'agression des retraités à Torre Pacheco mercredi dernier, a précisé Mariola Guevara. Elle avait déjà fait état de l'interpellation de 2 immigrés n'habitant pas à Torre Pacheco. La 3e personne a été arrêtée du Pays Basque, dans le nord du pays, alors qu'il se dirigeait vers la France, a-t-elle précisé lundi soir. Les 7 autres, un citoyen marocain et 6 espagnols, ont été interpellés pour leur participation aux affrontements qui ont suivi. Ils ont poursuivi pour les délits de troubles à l'ordre public, haine et blessures volontaires, a-t-elle détaillé. Selon la déléguée du gouvernement, près de 80 personnes ayant pris part à ces altercations ont par ailleurs été identifiées. Beaucoup d'entre elles ont des antécédents pour des faits de violence et la majorité ne sont pas de Torre Pacheco, a-t-elle insisté. Ces violences ont été déclenchées par l'agression en pleine rue d'un habitant de 68 ans. Ce dernier a raconté à des médias espagnols le visage tuméfié d'avoir été attaqué sans motif apparent par 3 jeunes d'origine nord-africaine. Cette agression filmée et mise en ligne sur les réseaux sociaux a poussé des groupes d'extrême droite à se rassembler dans les rues de la ville pour s'en prendre à des personnes d'origine nord-africaine, malgré le déploiement d'importantes forces de sécurité. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. À nous revoir à demain à la même heure, Inch'Allah.